Et bonjour à tous, c'est Jérémy, votre formateur en informatique, et aujourd'hui nous allons démarrer une leçon qui est préalable à une série de vidéos sur les réseaux IPv4. Voilà. Donc ces leçons sont destinées avant tout à des techniciens réseau, on va dire, qui interviennent sur les réseaux LAN, donc les petits réseaux, donc IPv4 avant tout, plus que sur les IPv6. Voilà. Cela dit, les curieux peuvent très bien voir les adresses IPv4, et ceux qui font l'IPv6 peuvent aussi très bien voir comment fonctionne l'IPv6 de toute façon, l'IPv6 étant la suite des IPv4 dans la logique des choses. Voilà. Alors déjà, avant de commencer à faire du réseau pur sur Packet Tracer, qui est un logiciel de simulation de réseau, nous allons voir comment fonctionnent les adresses. Et pour ça, nous allons devoir passer par la case apprentissage du système booléen, donc du binaire, car tous les appareils que nous utilisons, que ce soit pour communiquer, pour fonctionner, les appareils qui ont des puces, utilisent le système booléen pour fonctionner. Alors le système booléen, qu'est-ce que c'est? C'est un système, donc c'est un langage qui a comme variable des 1 ou des 0, des vrais ou des faux. Et en mettant ces variables, qu'on appelle des bits, les uns à la suite des autres, nous allons pouvoir avoir des informations de plus en plus complexes. Alors, je vous ai préparé un petit tableau ici qui va nous permettre de comprendre comment est-ce qu'on compte en binaire. Alors, autant pour moi. Hop. Donc, lorsque nous voulons compter en binaire, nous allons utiliser plusieurs règles fondamentales. Voilà. Donc nous allons déjà, dans un premier temps, toujours commencer par 0. Et en règle générale, on va utiliser comme unité de mesure l'octet, qui vaut en fait 8 fois 1 bit. Alors pour rappel, qu'est-ce qu'un bit? C'est 0 ou 1, vrai ou faux. Voilà. Donc on va apprendre à compter en binaire. Donc nous, pour compter en binaire, on utilise des règles de base. Donc on va commencer déjà par ce qu'on va faire sur le semi-octet, donc le quartet qui est la moitié d'un octet. Et grâce à ce semi-octet, nous allons pouvoir compter jusqu'à 15. Et donc comment ça fonctionne? Donc en gros, on démarre de 0. Donc là, on a compté, on a commencé par 0. Ok. Donc attention, en informatique c'est très important, on commence toujours par 0. Donc 0 est une information, c'est pas parce que je compte jusqu'à 15 que je n'ai que 15 informations, en fait j'ai 16 informations. 0 en est une. Ok. Voilà. Et donc pour passer à 1, je vais tout simplement rajouter un 1. Donc lui, le 1 veut s'incrémenter toujours en partant de la droite. Okay. Et il va avoir comme règle fondamentale de remplacer, si vous voulez, les 0 par des 1 et de remplacer les 1 par des 0. Voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir compter en octet. Et lorsqu'il remplace un 1 par un 0, il va rebondir en fait sur la colonne associée à gauche. Et si la colonne est libre, alors il remplace le 0 par un 1. Et si elle est prise, il fait la même chose que précédemment, c'est-à-dire qu'il remplace le 1 par un 0, puis il regarde sur la colonne de gauche si il y a de la place. Donc là, par exemple, j'ai un 1 et je veux compter jusqu'à 2. Donc mon 1, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il veut rejoindre ses copains. Donc il va aller chercher sur la première colonne s'il y a de la place. Il n'y en a pas. Donc il remplace le 1 par un 0. Hop, et il rebondit sur la deuxième colonne. Là, ici, c'est libre. Donc il se loge ici. Vous avez compris, c'est super simple. Alors c'est une façon très imagée d'apprendre à compter en binaire. On peut très bien compter en binaire avec des calculs aussi. Ça fonctionne tout à fait. Bon, ça c'est un exemple. Ensuite, le 1, ici à droite, va prendre la place du 0 parce que c'est libre. Hop. Donc là, on obtient 3, pardon, autant pour moi. Et ainsi de suite. Donc le 1 ici, hop, va rebondir sur le 1, qui va rebondir sur ce 1 là, et prendre la place du 0 ici. Et donc vu qu'il a rebondi sur les deux premiers 1, et ces deux là valent 0. Voilà. Hop. Et donc de cette manière, nous obtenons 4. Et le 5, on repart du début, et ainsi de suite jusqu'à arriver jusqu'à 15.
Donc ça, c'est pour le quartier, le semi-octet, donc la moitié d'un octet. Et nous, en manipulant les adresses IPv4, ce qui va nous intéresser, c'est de manipuler l'octet en entier. Maintenant, passons à la deuxième partie de la vidéo, donc sur les adresses IPv4. Donc les adresses IPv4, elles sont constituées d'octets, de 4 fois un octet précisément. Okay, donc là, on les voit ici, hein, les adresses IPv4. Donc on a un octet là, un octet là, un octet ici, et un autre octet ici. Et ces octets sont importants parce que ça va nous permettre de différencier à quel type d'adresse nous avons affaire, en fait. Dans le monde des adresses IPv4, nous utilisons plusieurs classes qui vont nous permettre de distinguer quelle partie de l'adresse est destinée au réseau et quelle partie est destinée au poste. À l'autre, si vous préférez. Ça fonctionne, si vous voulez, un peu comme les adresses postales pour les maisons. On a une partie qui est destinée à la ville et une partie qui est destinée au bâtiment. Voilà. Donc on cherche la ville et le bâtiment. C'est exactement pareil pour les réseaux, donc dans les LAN, vous allez avoir un routeur qui, lui, pour envoyer des informations à un poste, va avoir besoin de son emplacement et de quel groupe il fait partie, de quel réseau il fait partie. Et bah par exemple, j'ai un poste numéro 7 qui fait partie du réseau 192.168.10 et donc le routeur va aller chercher dans ce réseau-là, il aura en quelque sorte comme s'il envoyait un facteur dans ce réseau et livrer l'information au poste numéro 7. Et dans ce même réseau, nous pourrons très bien avoir par exemple un poste qui aura cette adresse IP. Donc, attendez, je vais carrément la noter en entière. 192.168.10.5. Par exemple, ce seront deux postes qui seront sur le même réseau, donc dans la même ville par exemple. Et qui vont pouvoir, pourquoi pas, eux aussi communiquer entre eux. Voilà. Donc ces deux appareils seront reliés au routeur. Donc en général, la box qu'on utilise chez soi dans les foyers, dans les réseaux domestiques. Et ces routeurs-là va leur distribuer des adresses IP et généralement, ils sont toujours dans le même réseau. Et donc, vous voyez aussi un truc un peu intéressant, c'est que là, on a 3 fois 255 puis un 0 à la fin. Donc, à quoi ça correspond ça? C'est ce qu'on va appeler le masque de sous-réseau. Donc, quand vous demandez à votre poste son adresse IP, alors attention, moi je n'ai pas de réseau, mais j'ai une carte qui contient une adresse IP. Hop, ici. Nous avons ces informations-là, donc inet, l'adresse IP de toute façon, et nous avons le netmask, donc le masque de sous-réseau. Et ce masque de sous-réseau est important parce qu'il va nous permettre de distinguer, avant même de voir l'adresse IP, quelle partie est destinée au réseau et quelle partie est destinée à la machine. Voilà. Donc là, on voit qu'on a 3 fois 255. Donc si on convertit en binaire, on a au total 24 bits qui nous disent que cette partie de l'adresse IPv4 est destinée au réseau et que cette partie est destinée à la machine. Donc ça, c'est très très important. Donc ça, les /24 comme ça, c'est ce qu'on appelle des classes C, une adresse de classe C. Donc c'est très arbitraire comme manière de noter la chose, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on dit une adresse de classe C, donc ce sont le commun des mortels qui utilisent ce genre d'adresse. Donc c'est vous, moi, dans un réseau domestique, on a toujours ce type d'adresse. Donc c'est assez caractéristique en règle générale. Une adresse qui commence en 192.68, on sait que ça va être une adresse de classe C en règle générale. Ensuite, nous avons des adresses un peu particulières, des classes B et des classes A. Alors là, on va me dire, oui, mais à quoi ça sert d'avoir une adresse de classe B, de classe A, alors qu'on a des adresses de classe C? Et les adresses de classe B et de classe A, eux, permettent d'avoir plus de machines, en fait. Alors, comment est-ce que c'est possible ce petit tour de force, ce petit tour de passe-passe? Tout simplement parce que, en fait, les adresses de classe C permettent d'avoir énormément de réseaux. Donc si je devais mettre en binaire toutes les possibilités que je peux avoir avec 3 fois 255, j'ai un nombre qui se rapproche du million en termes de nombre de réseaux que je peux distribuer. Donc c'est-à-dire que chez nous, on peut avoir des millions de réseaux. Mais en contrepartie, on ne peut avoir que à peu près 250 postes. Voilà, on ne peut mettre que 250 postes dans un réseau, un LAN. A l'inverse, un classe B, on pourra avoir autant de réseaux que de machines. Et pour un classe A, on a très peu de réseaux disponibles, mais énormément de machines par réseau. Donc ça, ce sera plutôt pour les grosses entreprises. Voilà. Et classe B, ce sera pour les entreprises de taille moyenne.
Et les classes C, plutôt pour les petites entreprises et les réseaux domestiques. Alors, il existe des cas particuliers où on veut une classe C à tout prix. Mais pour cela, on va devoir manipuler ce qu'on va appeler le masque de ce réseau du coup. Et nous allons lui enlever, hop, comme ça, un bit. Donc il sera transformé en /23. Donc ça, c'est très important, ça nous permet d'avoir un peu plus de machines dans un réseau de classe C. Donc, ce sont des classes un peu particulières, ça vous serez peut-être confronté à ce genre de choses, donc faites très attention lorsque vous venez sur un réseau. Analysez bien le masque de ce réseau, parce que si c'est pas 3 x 255, mais que c'est 255.200 quelque chose, c'est que c'est une classe C un peu différente, avec plus de machines. Voilà. Donc on a vu maintenant les adresses IPv4, alors là il doit y avoir plusieurs questions qui doivent vous tarauder. Oui, mais est-ce que, par exemple, dans un même réseau, des machines d'un même réseau peuvent communiquer avec les machines d'un autre réseau? Alors oui, tant que ces réseaux sont connectés au même routeur. C'est le routeur en fait qui va nous permettre de faire la liaison entre les différents réseaux. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on voudrait faire plusieurs réseaux dans une même maison? Tiens, par exemple. Et bien tout simplement, imaginons nous avons un serveur de données avec des choses quand même qui sont assez sensibles dessus. Nous avons une partie destinée aux enfants, voilà, dans leur chambre, et une partie destinée aux parents. Mais on ne veut pas que les enfants, imaginons s'ils ont un problème de sécurité sur leur poste, puissent avoir accès au serveur. Et ben dans ce cas, nous allons mettre en place des stratégies de réseau pour faire en sorte que le réseau des enfants ne communique pas avec le réseau des serveurs. C'est un peu la même chose en entreprise. Nous allons bloquer des réseaux selon les stratégies des routeurs, selon les routeurs que vous allez mettre en place, même selon les switches, vous verrez. Nous allons faire en sorte que certains réseaux communiquent ensemble et d'autres ne communiquent pas ensemble. Nous allons bien isoler les réseaux. Alors, je crois que je vous ai tout dit sur les adresses IPv4. Alors, si jamais il y a des suggestions, des oublis, des approximations, n'hésitez pas. Alors, c'est pas le gros du métier de technicien réseau. C'est vraiment juste, il nous faut ces fondamentaux-là pour savoir faire, pour savoir attribuer les adresses IP sans faire un peu n'importe quoi. Donc, au prochain cours, nous allons créer un réseau domestique sous Packet Tracer, voir comment fonctionne le logiciel et nous irons peut-être un peu plus loin en essayant de faire un réseau d'entreprise similaire à un réseau domestique. Essayer de voir ce qu'on peut faire, vous allez voir, on peut un peu s'amuser. Et ce sera déjà pas mal. Voilà. Alors j'espère que ce cours vous aura éclairé. Je vous dis à la prochaine, merci de m'avoir écouté.